Sur RBS. Bonsoir à tous, il est 17h, vous êtes sur RBS dans Cité Campus, c'est comme un lundi qui revient pour la deuxième de l'année 2013. Et aujourd'hui, nous honorons la parité puisque nos chroniqueurs sont Amélie, dont vous avez eu le plaisir d'entendre la voix. Elle nous avait parlé de Taïwan, rappelez-vous. Et aujourd'hui, c'est également le grand retour de Claire que vous avez eu la joie d'entendre en 2012 et qui nous revient en grande forme en 2013. Bonjour. Quant à Mathieu, il est passé de l'autre côté puisque c'est lui qui va nous gérer la technique ce soir. Exactement, Rémi. Alors, bien parfaite. je n'en doute pas. Alors, avant de retrouver les chroniques que vous connaissez déjà, il va nous falloir passer par le buzz des buzz. Et aujourd'hui, dans l'interview de mobilité, nous allons découvrir le Taj Mahal, le Gange, Bollywood, Gandhi, tout ce qui désigne l'Inde à nos yeux, mais également, le curry, Lakshmi Mittal, les vaches sacrées. Alors, entre mythe et réalité, c'est avec Marion que nous allons nous rendre en terre indienne pour en découvrir la richesse. Tout d'abord, c'est le moment du buzz des buzz. Et pour sa première participation en tant que chroniqueuse, c'est Amélie qui commence. Et je m'y colle, exactement. Alors moi, c'est un titre d'article qui m'a particulièrement interpellée. J'ai lu un étudiant américain vend son nom pour $75 000. Alors je me suis dit, c'est bon, on va pouvoir se faire de l'argent avec notre nom. Mais finalement, c'est bien plus compliqué que ça. Ce cher Jason Madsen est en fait endetté. Il est étudiant en droit, il a fait une première année qu'il a réussi brillamment, et il est endetté jusqu'au cou à hauteur de $55 000 actuellement. Il a trouvé une idée de génie, c'est vendre son nom à des entreprises, à des banques, donc au secteur privé. Ces derniers vont pouvoir prendre son nom et le changer pour un autre. C'est-à-dire que désormais, par exemple, Rémi, si tu fais la même chose, tu pourras t'appeler Rémi Fnac ou alors Claire rbs.com. Ça me va très bien, moi. À la limite, dis le vrai nom du site internet, quitte à dire le site internet, on le rappelle, Radio RBS. Alors, ce qui serait donc du coup Amélie comme un lundi.jimdo.com. Exactement. C'est un peu long comme patronyme. En faisant ça, donc, cet étudiant devient un produit publicitaire et compte bien recouvrir sa dette. Et il compte surtout alerter l'opinion publique sur le problème des crédits pour étudiants aux États-Unis d'Amérique, qui est un problème absolument très important. Aujourd'hui, la dette des crédits étudiants atteint 1000 milliards. Et les experts économiques, Claire qui est en études d'économie finance, me confirmera ça. Oui, très bien. Les experts estiment que ce sera la prochaine bulle financière après la crise des subprimes. C'est ce dont nous parlons. Mais alors, c'est-à-dire que tous les étudiants américains qui ont emprunté, le total, ça représente 100 000 milliards, c'est ça? 1000 milliards. 1000 milliards, pardon. Oui, c'est déjà énorme. Moi, j'extrapole toujours, Exactement, 1000 milliards, et en fait, donc, on est vraiment actuellement dans un cercle vicieux, parce que ces étudiants-là empruntent, et le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément, avec la conjoncture actuelle, de débouchés, d'emplois, donc ils ne peuvent pas, en plus ils ont emprunté, ils ne peuvent pas rembourser. Et donc du coup ils réempruntent à nouveau. Et réempruntent en nouveau, exactement, c'est un véritable cercle vicieux. Et ça concerne quand même un étudiant sur 6 aux États-Unis, donc c'est assez énorme. Alors donc j'ai un peu gratté les infos, je suis allée voir ce que promettait le cher président Barack Obama là-dessus. Et donc lui reconnaît s'être aussi endetté, puisqu'il a fait de brillantes études à Harvard, et avec sa femme, ils ont dû rembourser $120 000 à eux, donc en 10 ans. C'est pas mal, c'est une belle somme. Et donc voilà, mais il voulait baisser les taux d'intérêt des prêts étudiants, ce qu'il a pas vraiment fait, et on verra ce qu'il prendra comme engagement pour les 4 années prochaines, mais il reste assez timide sur le sujet quand même. D'accord. Et puis ce qui m'a interpellé, et c'est pour ça que je voulais le buzzer, c'est surtout comment les coûts des études aux États-Unis en sont arrivés à ce point-là. Ouais, mais alors est-ce qu'il a réussi à vendre son nom, le jeune étudiant? Non, pas encore. Rendez-vous sur eBay et achetez son nom si vous avez $75 000 à dépenser. Faites monter les enchères pour que... C'est pas grâce à moi qu'il pourra rembourser son prêt d'études. Moi non plus. Alors le deuxième des buzz, c'est Mathieu qui nous le propose. Alors qu'est-ce que tu as choisi cette semaine, Mathieu? Tout à fait, je voulais vous parler du nouveau moteur de recherche sociale lancé par Facebook. Facebook en effet en fait un de ses nouveaux piliers, ça s'appellera Graph Search. Et ce réseau social, le principe de ce réseau, c'est de croiser l'ensemble des données liées au profil des utilisateurs Facebook. C'est-à-dire qu'à partir des photos qu'on met, des likes qu'on met sur notre page Facebook, on pourra rechercher par exemple sur ce moteur de recherche, je pourrais rechercher les photos de mes amis qui sont partis au Japon et qui aiment les sushis.
Et là, je verrai apparaître les photos de mes amis Facebook qui sont partis au Japon et qui aiment les sushis. Je pourrais aussi chercher parmi mes collègues de travail, je recherche ceux qui aiment le ski. Donc là, je verrai mes collègues de travail qui aiment le ski, je pourrais partir en vacances avec eux. Donc la vidéo Facebook montre ça, c'est génial. On pourra aller partir en vacances au ski avec ses collègues en sachant qu'ils aiment le ski, en étant sûr qu'ils aiment le ski. Alors je me disais, est-ce que c'est vraiment utile déjà? Est-ce que tu peux pas tout simplement appeler tes collègues en leur disant est-ce que ça te tente un séjour au ski? Est-ce que tous tes amis Facebook sont vraiment tes amis? Et surtout, un Britannique qui s'appelle Tom Scott s'est amusé à faire des recherches un petit peu moins consensuelles que celles présentées officiellement par Facebook. Il a par exemple cherché dans le moteur de recherche. Pour l'instant, c'est seulement un prototype, donc il a eu accès au prototype, mais c'est pas encore accessible à tout le monde. Il a cherché par exemple les maires de personnes catholiques habitant en Italie et aimant la marque Durex. Et donc quand vous cherchez ça, vous avez une liste de noms de gens qui apparaissent selon donc les likes et les pages qu'ils sont allés voir. Vous pouvez par exemple chercher également les filles célibataires habitant près de chez vous et ayant indiqué sur Facebook qu'elles aiment boire beaucoup d'alcool. C'est glauque. Et effectivement, il y a des noms qui apparaissent. Donc ça pose problème si on n'utilise pas ce moteur de recherche de la même manière que Facebook l'a présenté. Alors quand même, il faut préciser que les données privées sont protégées. C'est bien ce que dit Facebook. Et effectivement, Tom Scott le dit également, il y a une vraie possibilité de protéger ces données sur Facebook, seulement il faut savoir le faire, c'est pas du tout mis en avant par Facebook. C'est possible, mais c'est compliqué à faire, et donc c'est ça qu'il faut vérifier, il faut bien vérifier que les données sont privées. Donc je voulais avoir vos avis sur ce nouveau moteur social, le nouveau moteur de recherche. Est-ce utile ou est-ce plutôt dangereux avec les dérives que ça pourrait entraîner? C'est dangereux, mais les gens choisissent quand même d'aimer ou non les pages. C'est-à-dire que ça reflète le moteur de recherche, ce qu'ils aiment eux. Sur toute ta vie. Donc par exemple, moi je me souviens avoir liké, je sais plus, au tout début, j'étais sur Facebook, faire un barbecue en été, des conneries comme ça. Bon, je sais pas. Tu vois, grâce à Facebook, j'aurais pu le découvrir, tu vois, ça, que tu aimais les barbecues. J'aime ça, mais bon, je pense que tu peux le savoir sans forcément faire une recherche sur ce nouveau moteur. Mais c'est un petit peu ça le problème de Facebook, c'est que quand ça a été créé, on était tout content, c'était tout nouveau, on likait un peu à tout va. Et maintenant, on commence à se rendre compte de toutes les implications que ça peut avoir au point de vue de la publicité qui apparaît sur notre profil, c'est au point de vue de tout ce qui se croise, toutes les informations qui se croisent. Et c'est ça qui est un peu gênant, parce qu'il y a déjà, ça met un temps fou de vider son compte Facebook de tous nos likes et compagnie, même de certaines personnes, etc. Du coup, ça pose un peu un souci, parce que il y a quand même un délai qui fait qu'à l'époque, on trouvait pas ça important. Maintenant qu'on le sait, on likera pas de la même façon certaines choses. Et c'est un cercle vicieux, parce que du coup, moi, je vais être obligé de mettre sur Facebook que j'aime le ski, sinon mes collègues de travail partiront sans moi au ski. Exactement. Si on fera des barbecues avec ça. Tu es socialement exclu finalement si tu t'inscris pas dans les règles du jeu posées par Facebook. C'est en cela que le réseau social porte bien son nom, parce que ça devient vraiment le seul moyen ça deviendra peut-être le seul moyen d'avoir un réseau social. Je ne sais pas si on trouvera Claire dans le moteur de recherche sur Facebook. Il n'est pas dit qu'elle aime la mesure qu'elle va nous présenter maintenant, hein. Alors moi, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la République tchèque et de la bière. Donc voilà, je n'aime pas la bière encore sur Facebook, je n'ai pas liké la bière, donc vous ne pouvez pas me trouver comme ça. Donc je vais pas pouvoir vous parler de la République tchèque. Donc il y a eu des élections présidentielles dont on a entendu un peu parler. D'ailleurs, celui qui a été élu, Monsieur Zeman, un social-démocrate, quelqu'un qui a la meilleure descente de Bechelovka du pays, il est connu comme ça. La Bechelovka étant un alcool de plante très plébiscité tchèque. C'est le Jean-Louis Borloo tchèque. Exactement. Sauf qu'il a été élu président de la République. Ouais. Mais donc non, je ne vais pas vous parler de ça, puisque c'est quelque chose que les Tchèques considèrent comme moi. Pourtant, je vais vous parler du centre d'intérêt de leur vie, c'est-à-dire la bière. Alors, c'est un fait très important qui a été mis en lumière par le Wall Street Journal la semaine dernière, qui nous raconte que le ministre de la Santé du gouvernement, qui s'appelle Monsieur Leo Scheger, a décidé que il voudrait que l'eau devienne moins chère que la bière. Alors là, vous réfléchissez, vous vous dites qu'il y a un souci. Ça veut dire qu'actuellement, la bière serait moins chère que l'eau. Eh oui, c'est le cas. Si vous êtes allé dans un bar ou dans un restaurant à Prague ou en campagne, dans une campagne tchèque, la pinte de bière coûte 1 €, alors que une petite bouteille d'eau de 25 centilitres va vous coûter en moyenne 1,50 €. C'est fabuleux. Donc si vous regardez pour faire la même contenance, l'eau est en fait beaucoup plus chère que la bière. Ce qui pose quand même, on est d'accord, certains problèmes de santé publique. Je vois pas, c'est moi. surtout ça. Donc la proposition de loi de ce cher ministre de la Santé est d'obliger les restaurants et les bars à offrir au moins une boisson non alcoolisée qui soit à un prix inférieur à la même quantité en bière. Donc par exemple d'offrir 50 centilitres de coca
moins cher que la bière. Bien évidemment, les Tchèques sont pas d'accord. Enfin, ça a été dit que voilà, c'est ça. Ça, il faut savoir que la bière pour les Tchèques, ça se dit c'est du pain liquide. Pour eux, c'est vraiment de la nourriture. Quand vous allez dans les restaurants, dans les menus, il y a pour aller avec la bière. Donc pour la liste des ah oui, d'accord. On choisit à l'envers. À choisir, voilà, le choix est complètement à l'envers. La République tchèque a le taux de consommation le plus élevé en bière. Donc on voit bien là qu'il s'est attaqué quand même à un peu le nerf de la société tchèque, vraiment. Et donc je pense pas que ce sera une proposition qui parlera. Lui-même le disait, il est assez pessimiste là-dessus. Il pense que ça se fera pas parce que les Tchèques sont trop attachés à ça. Ah bah s'il part déjà en disant ça... Oui, mais bon, mais parce qu'il s'en rend compte aussi que... C'est comme si on surtaxait le vin en France, en gros. Exactement, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Bah pour eux, d'ailleurs, ils comprennent pas, ils disent mais attendez, nous notre bière c'est comme le vin pour les Français, comme la vodka pour les Russes, on peut pas la rendre plus chère. Donc voilà, donc c'est tout le débat. Alors est-ce qu'il faut mettre l'eau moins chère, est-ce qu'il faut offrir des carafes d'eau? Donc, du coup, il y a tout un débat très intéressant autour de ça. Effectivement, et que je trouve assez drôle. Les Tchèques sont passionnés par des choses assez bizarres. Voilà, et sachant que oui, il y a des élections, des choses comme ça, et les gens se scandalisent. Non, la bière. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Ah ouais, effectivement. Alors bon, moi j'ai choisi quelque chose d'un peu moins drôle. C'est le retour de Florence Cassé en France. Alors, moi j'étais un peu, alors pas choqué, mais disons assez interpellé par la médiatisation folle de son retour. Que tu voulais donc débuzzer. Et alors je voulais débuzzer, parce qu'effectivement, tout ce qui s'est passé ce jour-là, ça a été totalement occulté. On n'a parlé que de Florence Cassé qui était sur toutes les radios, sur toutes les télés. Et moi, ça m'a posé quand même un petit problème parce que, du coup, comme on ne sait pas vraiment si elle est innocente, que la décision qui a été prise par la Cour suprême mexicaine, c'est une décision qui a trait à la procédure judiciaire, qui a été totalement entachée d'irrégularité, qui n'a pas été démocratique, et donc ça a été annulé, toutes les poursuites. Donc, ce qui est normal, elle a eu un traitement à l'origine qui était totalement inique, mais le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas si elle est innocente ou pas. Et en France, elle a été reçue vraiment comme quelqu'un qui était de facto innocente de toutes les choses dont on l'accusait. Un peu comme un héros national, voilà, en cours quand même. Comme une otage qui reviendrait en France, alors que il y a quand même à l'origine d'autres faits que simplement le fait de se trouver là par hasard et d'être pris en otage. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'a assez interpellé. C'était assez impressionnant parce que on voyait vraiment ça partout sur les chaînes d'infos qui faisaient des directs, surtout quand elle a été accueillie à l'Élysée par Valérie Trierweiler. C'était attention, elle arrive, on la voit. Mais du coup, alors qu'au final, même quand elle est passée sur TF1, moi je l'ai regardée quand elle parlait, elle a même pas parlé de ce qu'elle a fait, ce pourquoi elle est accusée. On sait pas le fond de l'histoire. Donc au final, on se réjouit du retour de quelqu'un sans vraiment savoir si elle est innocente, sans vraiment savoir si elle est coupable, sans savoir exactement de quoi il retourne. Parce que bon, c'est quand même des histoires un peu louches et je pense que ça aurait peut-être été pas mal d'avoir un autre son de cloche et savoir pourquoi elle avait été emprisonnée, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas exactement. Et quand on regarde au Mexique, d'ailleurs, les journaux sont pas contents du tout du fait qu'elle soit rentrée en France, parce que pour eux elle était coupable, ou du moins le procès n'a pas été terminé, c'est-à-dire qu'on a juste effectivement vu des vices de forme dans le procès, du coup on a accordé son retour en France, mais elle n'a pas été jugée sur les faits dont elle était... Pareil pour les journaux espagnols aussi, qui se demandaient, la France tourne Florence Cassé en héroïne, telle victime d'un procès, alors que la question de sa culpabilité a pas été réglée, quoi. Alors qu'en France, on n'en parle pas du tout. Et alors, il y a un fait un peu bizarre, c'est qu'elle a été reçue sur le perron de l'Élysée, pas par François Hollande, tu le disais, mais par Valérie Trierweiler. Alors, là aussi, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Elle faisait partie du comité de soutien pour Florence Cassé, et Monsieur Hollande, c'était l'argument de certains journalistes, voulait pas instrumentaliser l'affaire, c'est pas un côté trop politique. Après, c'est contestable aussi le fait qu'elle soit accueillie à l'Élysée. Puisqu'on a dit qu'on en avait trop parlé dans les médias, on va arrêter d'en parler. Je crois qu'il est temps d'arrêter et de parler vraiment d'un faux scandale, puisque c'est l'heure du faux scandale de la semaine de Mathieu. Le faux scandale. Non mais franchement, le scandale de la semaine, c'est notre ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui a porté plainte contre Voici et Closer. Tout ça parce qu'ils ont publié des photos d'elle et son compagnon pendant ses vacances de Noël sur l'île Maurice. Elle réclame 50 000 € à chacun de ces magazines culturels. C'est scandaleux. La ministre de la Culture qui s'attaque au cœur même de notre culture. Ah, Voici et Closer. Mais où va le monde? Si ça continue comme ça, on va voir le ministre des Affaires étrangères s'attaquer au Monde, voire à l'humanité. La ministre de la Justice s'attaquer à Libération. Celle des droits des femmes à Femme Actuelle.
La ministre de l'État s'attaquer à Marianne, celui des transports à métro, bref, rien n'irait plus. Non, franchement, c'est pas sérieux. Réclamer 50 000 € à un magazine parce qu'il a publié une photo d'elle en bikini. J'ai vu les clichés et franchement, je ne suis pas sûr que ça vaille 50 000 € la photo. Elle est pas mal, Aurélie, c'est vrai, mais bon, j'irai pas non plus jusqu'à m'en faire un poster. Même si bien sûr, il y a pire. Par exemple, si je vois un jour dans un magazine Christine Boutin en bikini, bon là j'espère que chaque lecteur qui a vu ça pourra demander les dommages et intérêts en réparation du traumatisme subi. En tout cas, je m'en ferai encore moins un poster. Même s'il est probable que ce soit le seul format duquel elle ne déborde pas. Oh Mais je divague, reprenons notre fil, même si notre fil y pétille. Olé. S'il vous plaît. Ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que les membres du cabinet de la ministre n'étaient apparemment pas au courant des vacances de leur ministre. Ceux-là ont en effet d'abord démenti les rumeurs qui disaient que Madame Filippetti était en train de se la couler douce sur l'île Maurice. Puis, quand ces fameuses photos ont été publiées, ah bah là, ils ont dit « Ah oui, peut-être en fait, mais on n'était pas au courant. » Mon œil, oui, pour ne pas dire mon cul, ça suffit les petits. C'est une belle intention que de vouloir couvrir la ministre, mais quand on part sous le soleil de l'île Maurice, je ne suis pas certain qu'une couverture soit indispensable. Et puis surtout, Aurélie Filippetti a désobéi à François Hollande, qui avait demandé à ses ministres de ne pas partir en vacances à plus de 2 heures de Paris, d'être normal, quoi. J'ai beau ne pas être très bon en géographie, il me semble que l'île Maurice, c'est un peu plus de 2 heures d'avion. Et puis, imaginez qu'on ait eu besoin qu'elle revienne d'urgence. Ah oui, non, c'est vrai. Elle est ministre de la Culture. Aucune urgence. Sauf à considérer que l'inauguration de la nouvelle salle polyvalente de Corny-sur-Moselle, dédiée à la culture, est une urgence. Enfin, cela dit, si un grand chanteur français venait à mourir, au hasard, Johnny par exemple, là, il y aurait quand même urgence pour la ministre de la Culture. Il faudrait quand même qu'elle soit là pour son incinération. Et je suis certain qu'on l'attendrait pour allumer le feu. Bravo Mathieu, qui décidément était bien en forme sur les jeux de mots cette semaine. Ah ouais, très bien. Alors on va commencer avec déjà l'Inde, avant même l'introduction et le début de l'interview. Ben c'est parti, la musique indienne résonne dans les ondes de RBS et c'est un titre que je n'arrive pas à prononcer, donc je demanderai à notre invité de nous en parler juste après.
De retour sur RBS dans Cité Campus avec Chamak Chalo qui passait à l'antenne et Marion que nous recevons ce soir pour nous parler de l'Inde. Bonsoir Marion. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, après ce petit Chamakcello que tu as réussi à prononcer après 2 minutes 20 de chanson. Finalement, oui. Alors première question assez rituelle, pourquoi avoir choisi l'Inde? Alors pourquoi avoir choisi l'Inde? D'abord, j'avais envie vraiment de partir très très loin et de ne pas pouvoir rentrer pendant 1 an. Du coup, c'était pas mal. Là, t'es servi, ouais. Et Oui, j'avoue que la niveau loin, c'était pas mal. J'avais envie d'avoir un mode de vie totalement différent pendant 1 an, de réapprendre à vivre d'une autre façon, de déconstruire tout ce que j'avais appris depuis que j'étais née, entre guillemets, et de réapprendre une autre façon de vivre. Et je crois que t'as réussi. C'était plutôt réussi. Ouais. Et tu y es allé quand même pour étudier là-bas pendant 1 an? Oui, j'étais à la fac là-bas. Donc j'étais en fac de sociaux et relations internationales à New Delhi. Et voilà, j'ai fait 9 mois de fac là-bas. Et au bout de... Non, c'était 8 mois. 8 ou 9 mois. Et après, je suis partie dans une ONG dans le sud du Rajasthan. D'accord. J'ai fait la grande ville, j'ai fait New Delhi. Et puis après, le petit village... Ok, top. Et intensif les cours ou alors relax par rapport à notre système européen? Non, relax parce que j'avais le statut d'auditeur libre. Libre. Voilà. Donc les cours étaient pas obligatoires. La présence au cours était pas obligatoire. Ok. J'avais pas de TD. Enfin, donc oui, pas de présence obligatoire. Mais des rendus à la fin de chaque semestre, des dossiers à rendre. Voilà, en accord avec le prof. Et c'était intéressant ou c'était moins intéressant que la France? Enfin, c'était à peu près... T'avais quoi comme type de cours et comment c'était? Le format, exact? Bah, j'avais pas d'exigence, je faisais pas partie d'une filière particulière, donc j'avais vraiment choisi tous mes cours un par un. Donc j'avais choisi que des intitulés de cours qui m'intéressaient, donc et j'en avais que 4. Donc 4 par semestre ou 4 en tout? 4 par semestre. Ah oui, ouais. J'ai eu peur. Non. On allait presque dire que t'avais pas travaillé, mais non, on ne peut pas. 4 matières par semestre quand même. Non, j'avais choisi un cours par école. Donc j'avais un cours en fac d'histoire, un cours en fac de relations internationales, un cours en fac de sociaux. Et c'était vraiment des cours qui m'apprenaient plein de choses de plus sur le pays, quoi. C'était pas du tout une contrainte. J'allais en cours, voilà, c'était un plaisir, quoi. Et alors, quand t'es arrivé là-bas, concrètement, comment tu t'es installé? Comment t'as trouvé ton logement? Est-ce que ça a été difficile? Oui, alors au début je pensais pouvoir arriver avec mon sac à dos et pouvoir l'installer dans la cité U de la fac, mais c'est pas aussi simple que ça. Il fallait faire plein de papiers, attendre, on savait pas. Enfin, en arrivant en Inde, il faut relativiser, de la patience. Et il faut beaucoup de patience pour tout. Donc voilà, pendant une semaine j'ai sillonné New Delhi pour essayer de trouver un logement. Donc je visitais des taudis ou des apparts magnifiques, mais à des prix parfois supérieurs à ceux de Paris. Non, pas de Paris, mais au moins Strasbourg. Et j'ai finalement trouvé un appartement. J'ai été d'abord en coloc pendant 1 mois avec un Chinois qui ne parlait pas. Voilà, et qui avait peur de tout. Donc il était enfermé dans l'appartement. Enfin, il allait quand même. Il était en stage à l'ONU. D'accord. Il allait en stage la journée. À 17h, il était de retour. Après être passé par le KFC, où il s'achetait 4 ou 5 burgers, il rentrait dans l'appart. Et il ne sortait plus. Voilà, il était autosuffisant jusqu'au lendemain matin. Du coup, tu as préféré. Après, tu as quand même réussi à avoir une chambre universitaire par la suite? Oui, ouais. Au mois de septembre, après avoir fait un peu de forcing, j'ai trouvé une chambre avec une indienne, Malvika. Voilà, donc on avait une chambre de 9 mètres carrés, on partageait le même lit, on avait 2 bureaux, enfin le même lit, un lit double quand même. Hein. Mais dans le même lit, donc un lit de place, pas 2 lits, une place collée l'un contre l'autre. Tu parles le même lit. Ah si, d'accord. 2 lits, une place collée. Tu parles d'une planche en bois ou tu parles d'un vrai lit? Non, c'était une planche en bois avec une genre de petite couverture que tu achètes sur les marchés, roulée en boule. Enfin voilà. Confort donc. Oui, c'était confortable, mais c'est très bon pour le dos. Et j'imagine que du coup c'est pas très cher là-bas, ou au contraire les universités sont très chères et accessibles à seulement certains étudiants? Alors là, les frais pour des étudiants indiens, parce que pour les étudiants étrangers c'est différent, c'était 200 roupies par an, donc ça fait 3 €. Ah. Donc c'était vraiment, c'est une fac gouvernementale et voilà, assez libre d'accès du coup. Voilà, c'est pas un outil de discrimination. Et le reste de la vie en Inde, est-ce que c'est cher ou pas pour manger, pour se loger, etc. Alors pour se loger dans les grandes villes, donc à Bombay, à New Delhi, à Hyderabad, les logements,
tu peux trouver des loyers autour de quand même 100 euros, 150 euros. C'est même, enfin, ou en coloc un peu moins, mais genre pour avoir un appartement seul et bien New Delhi, c'est quand même assez cher. Alors que non, dans les cher pour l'Inde, on Oui, entend. cher pour Parce que l'Inde. 100 euros par mois, moi je veux bien. Effectivement. Personnellement, je Non, signe mais- tout de suite. Non, mais 100 euros, ça fait 7000 roupies, et avec 7000 roupies, je me suis nourrie toute l'année. Non, peut-être pas, mais non, tu fais énormément de choses. Et moi, mon logement sur le campus m'a coûté 50 euros l'année. Ça Ah va. oui, Voilà. d'accord. Ouais. C'est Effectivement, c'est là, vraiment un c'est autre sympathique. ordre de prix. Si vous n'avez plus d'argent, allez en Inde. Et moi, je voulais savoir au niveau de la langue, du coup, c'est l'anglais qui est essentiellement parlé. Oui, alors c'est le pays a deux langues officielles, l'anglais et l'hindi. Ouais. Et l'anglais, c'est vraiment la langue. La Constitution est rédigée en anglais. Tous les discours politiques sont faits en anglais. C'est vraiment la langue de l'élite. À la fac, là, c'était une fac qui était réservée aux master et doctorat, donc tous les cours étaient faits en anglais. D'accord. Par contre, les écoles primaires, les collèges, lycées et les facs en licence sont faits en hindi. Les cours sont en Ok. hindi. Dans la rue, on ne se débrouille pas avec l'anglais. Donc, Enfin, tu as appris un peu ou Oui, j'ai pris des cours tout le premier semestre. Et puis j'ai appris la base, quoi. Comment me débrouiller pour négocier un rickshaw, acheter à manger. D'accord. négocier. Un rickshaw étant pour nos auditeurs. Un rickshaw, c'est un petit tuk-tuk. Donc c'est un moteur de mobilette sur lequel est mis un petit siège. Voilà. D'accord. Alors on va voir justement si tu as pu apprendre l'hindi en nous prononçant le nom de la première chanson que tu as choisi de nous faire partager ce soir. Alors c'était Chamacello. D'accord, donc c'est celle qu'on a entendue tout à l'heure, et celle qu'on va entendre maintenant, c'est... Alors celle qu'on va entendre, c'est Kun Faya Kun Rockstar. Kun, Ah oui, d'accord, parce Kun que ça en avait de, plusieurs. ouais, D'accord, bah tu de nous Ranbir présentes Kapoor. Ranbir Kapoor, qui est... Qui est le deuxième, enfin c'est le nouveau acteur Bollywood à la mode qu'on voit dans tous les films Bollywood. Parce que c'est-à-dire que quand il y a un acteur connu, on le retrouve dans tous les films. D'accord. Par exemple, Shah Rukh Khan, qui Le était star system le indien. chanteur de la première musique, il a fait des films Bollywood pendant 20 ans, donc maintenant il a une quarantaine d'années, mais il est toujours aussi connu, on le retrouve dans un film sur deux. Ok. Donc voilà, il y a pas, voilà, il y a 3-4, il y a 2 femmes très connues, 2 hommes très connus, et c'est tout. D'accord, et bien tout de suite on écoute la première chanson que tu nous as choisie. Rangreeza, Rangreeza, Rangreeza. Oh, Rangreeza. Kun faya kun faya kun faya kun faya kun faya kun faya kun. Kun faya kun faya kun faya kun faya kun faya kun faya kun. जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मोरा वही वही माया वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मोरा वही वही माया कुन फया कुन फया कुन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी जलती ला सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी जलती ला कतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला मौला कुन फया कुन faya kun 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 faya
صدق رسوله النبي الكريم. De retour sur RBS avec Marion qui nous parle de l'Inde et qui va nous présenter la chanson qu'on vient d'entendre. Alors c'est une chanson qui est tirée du film Rockstar et à ce moment-là du film le héros est dans une darga. Alors une darga c'est un mausolée, c'est un tombeau et tous les jeudis soirs à 18h autour de la mosquée, tout le monde s'assoit et il y a des chants soufis. C'est ce qu'on vient d'entendre, c'est ça, voilà. C'était les chants soufis. Donc on vient d'entendre les chants soufis, voilà. Donc D'accord. c'est des variations musicales, mais la base c'est vraiment c'est des instruments avant. Avec une belle envolée à la fin. Et alors, pour terminer sur la vie pratique dont on parlait un peu avant la première pause musique, est-ce qu'on peut savoir ce que tu mangeais un peu là-bas? Je connais pas grand-chose, à vrai dire, en À nourriture part le poulet indienne. au curry, qu'est-ce que tu mangeais? C'est un peu globalement la question. C'est ça qui est drôle. Enfin, je crois que j'en ai pas mangé. Là-bas, curry, ça veut dire mélange, ça veut dire sauce en gros. Mais t'as des currys à tout. Ça ne veut pas. Enfin voilà, ça n'a pas. Je n'ai jamais retrouvé le goût du curry qu'on trouve en France. Alors qu'est-ce qu'on mange? Alors c'est un pays tellement vaste qu'on mange plein de choses différentes à plein d'endroits différents. Dans le nord de l'Inde, il y a le plat type, ça s'appelle le thali. Donc c'est du riz, un petit mélange de légumes, souvent pommes de terre, et un petit mélange d'épices et des chapatis. Les chapatis, c'est le genre de galettes de farine, voilà. Donc c'est le plat type. Et du dal. Le dal, c'est un genre de soupe de lentilles. Donc on mange tout avec les mains, il n'y a pas de couvert. Des tchoubichou? Non? Des choubichou. C'est pas ça qui a roulé sous les aisselles, non? Ah non, oh là là, quelle référence culturelle. Merci Mathieu. Voilà, qui vient de nous glisser comme ça. Le Un Père peu Noël est une délicat. ordure, on ne sait pas pourquoi, c'est pas grave. Et est-ce que, moi j'ai une Ça m'a question fait plus penser à ça, le sérieuse. nom du... Est-ce que c'était épicé? Est-ce que tu avais la bouche en feu les premières fois que tu mangeais ça? Oui, beaucoup. D'accord. Oui, très épicé, ouais. Et Et au niveau- surtout la viande en fait. Je voulais prendre du poulet, comment ça s'appelait, poulet masala. Un petit poulet masala c'est sympa. Sauf que c'est un petit bout de viande dans une mare de sauce hyper Pimentée. épicée à pleurer quoi. Du coup, les premiers mois, je prenais surtout du dal, c'est-à-dire la soupe de lentilles avec un peu de riz. Et ça passait bien. Même mon estomac, il aimait bien. Et au niveau des boissons, c'est le thé, le fameux thé indien que tu bois énormément. ça se boit à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ça se boit en toute petite quantité dans des petites cups C'est l'héritage britannique? en plastique. Oui. Ouais. Oui, mais alors c'est du thé avec du lait et très sucré. D'accord, très Donc, sucré, d'accord. Voilà. Donc c'est un petit peu d'eau, beaucoup de lait, les feuilles de thé mises en même temps avec beaucoup de sucre. Tout est cuit en même temps et Alors, tu nous disais tout à l'heure que l'Inde était un pays assez vaste. Est-ce que t'en as profité justement pour bouger un peu dans toutes les régions de l'Inde? Qu'est-ce que t'as vu Ah oui, c'est ça qui était bien avec New Delhi, c'est que c'était assez central. Du coup, en une nuit, je pouvais arriver soit dans les déserts à l'ouest, dans le désert du Thar, où là c'est des des forteresses énormes au milieu du désert. Dans le nord, c'est l'Himalaya. On arrive en 8-9 heures, on arrive dans l'Himalaya. À l'est, c'est les bords du Gange, donc avec la ville sacrée de Varanasi. Et au sud, c'est les plages, le Kerala. Donc c'est des paysages très très différents à quelques heures de New Delhi. Et c'est pratique de voyager en Inde ou c'est plan galère sur plan galère au niveau des transports? Alors une fois qu'on sait comment faire, c'est très pratique et pas cher. Alors les premières fois, on ne sait pas où réserver son billet. On arrive au bureau des étrangers où ils nous disent non, le bureau des étrangers c'est pas là-bas, c'est là-bas. Du coup, il dit en plus, je t'ai préparé un petit rickshaw, il va t'y emmener direct. Tu montes dans le rickshaw en disant ouais, le mec il est vachement sympa. Et en fait, t'arrives dans une fausse agence où ils te disent que tous les trains sont overbookés, qu'il faut prendre un minibus à 80 plus euros. cher, voilà. Enfin, ouais. bref. Business. Voilà, mais une fois qu'on sait comment s'y prendre, il y a un site internet génial pour réserver des billets. Ça coûte pour 100-150 roupies, ça fait 2 euros pour aller n'importe où Et donc en dans train. le pays. En En train. train. Et Voilà, alors, le est-ce- train c'est le plus sûr quoi. Et est-ce que c'est aussi folklorique que dans le film, notamment à bord du Darjeeling Limited, où on voit les gens qui passent avec du thé
des gens sur le toit du train, Ouais. etc. C'est aussi Ouais, Claire peut témoigner, c'est exactement comme ça. C'est exactement ça, oui. Ils passent, ils font chai 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 chai, oui, pour te vendre. Toute la journée, toute la nuit. Masala, masala, chicken masala, poulet, poulet, poulet. Enfin, c'est pas poulet, du coup. Chai, 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 chai. Voilà. Et Casquette. on est en Inde là vraiment, hein. Marion ne se tient plus. est-ce que tu as pu constater sur place le système de caste dont on entend beaucoup parler sur l'Inde? Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot? Parce que c'est quelque chose qui est un peu flou pour nous, en tout cas pour moi. Pour nous tous Européens. Est-ce que c'est très concret? Est-ce que tu l'as vu ou est-ce que c'est dans la C'est un mythe. C'est un mythe, voilà. Alors, quand on parle début de la discussion avec un Indien, le système des castes n'existe plus. C'est interdit, l'intouchabilité n'existe plus. Voilà, on est une société beaucoup plus égalitaire, une société de classe plutôt qu'une société de caste. Donc ça, c'est le premier discours. Alors, Mais quand on creuse un peu- si je peux juste, en fait, les intouchables, c'est quoi pour définir précisément? Alors c'était la partie de la population qui n'était pas dans le système des castes. Donc c'est les hors castes. C'est-à-dire alors c'est un système de pureté impureté. Donc c'était les gens et Vraiment impur. voilà, vraiment D'accord. impurs. Donc qui étaient même pas comment c'était même pas des T'es même Du pas coup, classifié. Du coup, ils étaient pas intégrés dans la société. C'est des Voilà, personnes ils qui sont pas pas du tout intégrés dans la société. Ils s'occupent du bétail, ils tuent les animaux, ils ont du sang sur les mains, ils sont sales, on ne peut pas manger à la même table qu'eux, etc. C'était vraiment. Et donc aujourd'hui, ce système-là, tu disais, a évolué ou pas? Bah donc ça a été interdit dans la constitution à mon indépendance en 47, Écrite en Ceci- anglais. écrite en anglais. Mathieu a suivi. Ça a été interdit, mais alors c'est vrai que dans les grandes villes, dans une fac, là où j'étais à New Delhi, les mentalités ont beaucoup évolué, tout le monde cohabite très bien, et c'est vrai qu'on ne voit plus trop ce système de caste, mais quand même la première chose qu'une personne te dit quand tu la rencontres, c'est je suis brahmane, je suis kshatriya, je suis ci et ça. Et puis quand on va dans les villages, le village est encore construit en forme de caste, c'est-à-dire que c'est un peu en entonnoir. On rentre dans le village, il y a énormément de monde, ça grouille, etc. Et plus on rentre dans le village, les gens ne peuvent plus passer. Il y a des rues où les gens ne peuvent plus passer parce que c'est des rues de brahmanes, c'est des rues de kshatriya. D'accord. Donc c'est encore une construction Et- en caste. Et le système de caste, on peut pas en sortir, c'est ça? Enfin, tu nais dans une caste, tu y restes ou c'est selon ton... Non, tu nais dans une caste et tu y restes. Alors, c'est ça qui a changé. Avant, au XVIIe siècle, donc avant l'invasion britannique, c'était un système en corporation de métiers. Donc, si tu changeais de métier, tu changeais de caste. C'était un peu comme en France. Alors qu'il y a eu une... Enfin, ce système est devenu beaucoup plus rigide et s'est transformé en système de caste où on ne peut plus, ça s'appelle le système des Varnas, on ne peut plus du tout changer d'une caste à une autre. Et Pas que c'est d'ascension vraiment, sociale. tu le tiens de ta naissance. D'accord. Alors j'ai cru comprendre quand même tout au fil de cette interview que ça t'avait énormément plu l'Inde. Alors il faut maintenant qu'on sache si, oui ou non, tu as besoin d'y retourner. Et pour ça c'est le moment du quiz test. Alors la première question, quand est-ce que l'Inde est devenue indépendante? Alors, elle est devenue indépendante le 15 août 1947. Ouais, elle venait de le dire. C'est donc, assez c'est précis. bien. Ah oui mais elle a rajouté 15 août, j'avais entendu Elle a 1947. révisé avant de Pas me mal, dire. pas mal. J'espérais qu'on aurait l'heure, mais... Deuxième question, deuxième niveau. Attention, attention. Qui est le dirigeant du pays actuellement? Alors, Est-ce que c'est Lakshmi Mittal? Comment ça Non, s'appelle? c'est Pranab Mukherjee, Très qui bien. a été élu récemment d'ailleurs. Très bien. Ça a changé. Et alors est-ce que c'est encore quelqu'un de la famille de Gandhi? Parce que c'était toujours la famille de Gandhi. Non. C'est Sonia Gandhi qui est encore à la tête du parti du Congrès, D'accord. mais Pranab Mukherjee Rien à voir. n'a Rien à voir, d'accord. Ouais. Alors, troisième question, il faut absolument que tu y répondes. Combien y a-t-il de rues à New Delhi, s'il te plaît, Marion? Combien y a-t-il de rues à New Delhi? Un nombre exact, Qu'est-ce que tu entends par rue déjà? Elle est en train de Oui, briller alors la on ne question. déforme pas la Il y a question. Tu pas n'as vraiment de rue, de trottoir, tout ça. Tu viens d'échouer pour répondre à cette question. C'est donc la fini. preuve qu'il faut que tu y retournes, mais je pense que ça ne te fera pas trop Souffrir. souffrir. Voilà, je cherchais un mot. J'en avais J'en ai d'autres qui me trouvé un. venaient. C'était pas le meilleur, mais je l'ai trouvé. Non, si c'est bien, merci Claire. Alors on va écouter bien la dernière chanson indienne que tu nous présenteras et puis on va rester ensemble pour le qui c'est donc qui parle. होना था प्यार होना
मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हूँ होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार थामे दिलों की बाहें हम आते सालों में आए जवाब हमने तेरे सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना यार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार Vous êtes de retour dans Comme un lundi sur RBS et c'est Cité Campus. Alors, bien, si tu peux nous présenter juste la musique qu'on vient d'entendre. Alors, ça s'appelle Ona Tapiar et c'est la BO d'un film pakistanais qui s'appelle Bol et qui revient sur, qui évoque une famille traditionnelle musulmane au Pakistan et tous les problèmes qu'il y a autour. Voilà, un papa qui veut avoir, bon bref, qui a une dizaine d'enfants pour avoir un garçon, donc il a 10 filles et finalement le 11e est un garçon, mais ce garçon s'avère être un eunuque. Enfin bref, c'est un film passionnant. Très belle sonorité. Il y a tellement de choses à dire sur l'Inde qu'il faudrait qu'on t'invite une deuxième fois. Juste, Marie. alors avant de passer au qui c'est donc qui parle, juste en vitesse, quel est ton meilleur souvenir de cette année? Alors je crois que le meilleur souvenir c'est d'avoir assisté à un mariage hindou. D'accord. Parce que c'est vraiment, c'est une pièce de théâtre, quoi. Tout est mis en scène, c'est impressionnant. Donc d'abord, le mari arrive sur son cheval avec toute une tenue traditionnelle, un collier en billets en roupies, un chapeau particulier aussi. Il arrive sur son cheval et il y a toute une fanfare autour, tout le monde danse, des grandes C'est très lumières. festif quand même. Voilà, et tout ça se fait dans la rue. D'accord. Donc tout le monde peut y participer, tout le monde est invité. Puis il rentre dans la salle et là sa promise arrive avec ses sœurs, ses cousines. D'accord. Voilà, et elle a la tête couverte. Bon, elle arrive avec une tête déprimée évidemment parce que la plupart du temps, ça évolue, mais la plupart du temps, elle ne connaît pas la personne avec qui elle va se marier. Là, j'allais te poser la question si c'était des mariages choisis encore. Voilà, à ou, 99%, c'est des mariages arrangés. Donc il y a mariage arrangé et mariage arrangé. Parfois ils se connaissent depuis 2 semaines, parfois depuis 2 mois. Ils ont pu échanger quelques mots autour d'un café. D'accord. Voilà. Mais le mariage
auxquels j'ai assisté, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils s'étaient jamais vus du tout. Voilà, donc vous Terrible, imaginez le hein. stress. Effectivement. Et puis c'est pas une soirée où tu profites. Le mariage, c'est une soirée où tu montres au village, à la société que t'as de l'argent, que tu fais un beau mariage, etc. Donc la fille, elle se retrouve assise sur un trône entre guillemets, sur une estrade à côté du mec qu'elle ne connaît pas. Voilà. Donc et puis ça marque le moment où elle quitte sa famille aussi. D'accord. Elle va vivre. Elle va vivre dans la famille de son mari. De son mari, voilà. D'accord. Bon, on voit vraiment que le sujet sur l'Inde est inépuisable. Ouais. Il faudrait 2-3 émissions pour découvrir Exactement. toutes les richesses du pays. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et avant de passer à une autre bonne chose, il est temps de conclure. Merci beaucoup Marion. Mais tu Merci, restes avec Marion. nous pour le Qui c'est donc qui parle. Avec plaisir. Qui c'est donc qui parle? C'est donc l'heure du Qui c'est donc qui parle. Vous connaissez le principe, je vous passe un extrait de voix. Vous devez reconnaître qui se cache derrière cette voix. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. On est prêt. Alors, c'est parti. Qui a volé l'orange du marchand? À qui a volé l'orange du marchand? C'est pas moi! Il fait comme ça! C'est pas moi! Merci. ça- Est-ce que... J'attends vos questions. Ouais. C'est un chanteur? Non, ce n'est pas un chanteur. C'est un Ça humoriste. s'entend. Ça s'entend un peu, ouais, quand même. Non. C'est pas un Il a fait humoriste. de la télé-réalité. Tu penses à? Non. Pas à ma connaissance. Non, il n'a pas fait de télé-réalité. Est-ce qu'il est un peu vieux, âgé, disons-nous? Qu'entends-tu par là? Plus Bah, ou moins, est-ce qu'il a plus de 40 ans? Oui. Oui, donc il est âgé, quoi. Bah, évidemment. Oh, je plaisante, bien évidemment. J'espère que ta maman nous écoute pas. Non, certainement pas. Moi, j'ai Est-ce aucune qu'il est idée. français d'abord? Est-ce qu'il est français? Il est français. Oui, bah, ça D'accord. s'entend, ouais. Bah, pour être belge, ça s'entendrait pas forcément. Oui, c'est vrai. Bon, Je- merci. Mes pas de questions sont problème, pas si pas de bêtes que C'est ça. un acteur. Oui, c'est un acteur. Est-ce que c'est un acteur? Non, je n'en sais rien, je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous repasse l'extrait? Oui, moi je veux bien. Qui a volé l'orange du marchand? À qui a volé l'orange du marchand? C'est pas moi! Il fait comme ça! C'est pas moi! Je l'ai pas du tout. Alors, toujours Moi pas. non plus. Ouais, moi je crois que je l'ai, mais du coup j'ai envie de faire durer le Est-ce que suspense. vous voulez un indice? Oui, moi Il je est- voudrais bien. Il a été élu par je ne sais plus quel magazine, mais très GQ. récemment, homme de l'année 2012. GQ. Oh, est-ce que Ah, donc c'est il est GQ. C'est ça? C'est un. acteur français très connu qui a joué dans Intouchable? Non, c'est pas lui qui a été élu, d'accord. Alors, je peux vous mettre la suite de l'extrait, mais là vous reconnaissez. Non, parce Vous que reconnaîtrez moi très j'ai vite, trouvé, ça. je veux pas qu'il trouve. Si, vas-y, mets la Je suite. suis pas sûr que t'aies trouvé. Rémi. Si, il a fait la une parce que c'était la personnalité de l'année 2012 sur GQ. Il est actuellement, je crois, au cinéma d'ailleurs, Oui, dans oui, un oui, film. oui, d'accord. Ah, Ok, c'est voilà. très bien, c'est Rémi, là. Qui a rapport avec, je vais pas trop le dire, mais parce Non, que dis, ça nous donne un. ça a un rapport avec Molière. Le film. Je sais. Ah oui, ah bah, c'est bon, on l'a Oh là, maintenant. oh là. Alors il est Il connu n'y a surtout. plus que Marion. Alors Marion, je vais poursuivre l'extrait. Tu vas reconnaître assez vite, je pense. C'est génial, on aurait dit Ray Charles! Ah, bah oui, bien Mélangé à évidemment. Ray Charles. Ah, bah oui, Lucky. Voilà. Lucky. Fabrice Lucchini qui est effectivement à l'affiche. Et au on cinéma en aurait ce pu moment. s'en douter venant de ta part, Mathieu. C'est Il est vrai. un grand fan. Et vous serez témoin, c'est moi qui ai gagné. Je C'est l'avais. vrai, c'est vrai, Bravo c'est vrai. Rémi. Bon, cette semaine, pas d'anecdote de la semaine parce qu'on était très en retard, donc on va directement passer à la chanson détournée que Mathieu nous a une fois de plus composée pour cette semaine. Oh. C'est la chanson détournée. Alors cette semaine, on en a parlé au début d'émission, c'est l'actualité de Florence Cassez qui m'a inspiré, son grand retour en France, sa libération, et donc j'ai choisi la musique, la chanson Femme libérée de Cookie Dingler ou Cookie Dingley. Ouais, selon- Cookie Dingler. Je crois qu'il est strasbourgeois. bilingue, d'ailleurs. Ouais. Donc voici Femme libérée à propos de Florence Cassez. Elle fait la une de Marie-Claire. Dans Nouvel Obs, c'est la star de la semaine. Le Monde également a pas mal parlé d'elle. Mais c'est dans Match qu'on aura du sensationnel. Ne la laissons pas tomber. Elle est si fragile, notre femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laissons pas tomber. Elle est si fragile d'être une femme libérée.
Sa première ride lui faisait du souci. Mais en prison, elle a eu d'autres soucis. Elle rentrait son ventre pour passer entre les barreaux. Mais ça coinçait, faut manger moins de pépito. De la vie, ça va tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laissons pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle aime beaucoup celui qui a un avis sur tout. Elle aime raconter qu'il l'a sorti de son trou. Je parle de Sarkozy, même si elle a aussi remercié Hollande, mais c'était moins convaincant. Ne la laissons pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laissons pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle le séquestrera et l'obligera à lui dire des tonnes de je t'aime. Ne la laissons pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laissons pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laissons pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laissons pas tomber. Eh bien, bravo Mathieu. Alors je crois qu'il faut qu'on remercie tes chœurs et ton orchestre parce que là il y avait du monde. Ton solo de Je guitare. les remercierai pour toi, Rémi. Très inspiré. Formidable. On a appris que dans les prisons mexicaines on mangeait aussi des pépitos. Exactement. Eh bien voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Il me reste à vous remercier Amélie, remercier Claire, remercier Mathieu qui s'en est admirablement sorti à la technique bravo, malgré bravo, tous les Mathieu. boutons de toutes les couleurs. Et bien évidemment, un immense merci à Marion qui nous a parlé de l'Inde et qui nous donne vraiment envie d'y aller. Et merci fait à toi, voyager. Rémi. À lundi prochain. À lundi. Prochain.